Ouais, bah, je suis un peu dégoûté parce qu'en fait, à la base, moi, j'aime trader. Et du coup, bah, ouais, je plie ma journée en 30 minutes, parfois 1 heure, si je traîne un peu, comme je te disais. Mais ouais, du coup, c'est, c'est dommage, quoi, parce que moi, j'aimais bien à la base, tu vois, traîner plus longtemps sur les graphiques, les étudier ou regarder si ça repart, etc. Là, j'ai pas trop besoin de le faire. Il y a des jours où je me pointe, je vois que ça bouge pas comme j'ai envie, il y a pas grand monde qui se pointe. Et en fait, j'ai rarement quelqu'un qui se pointe dans le screener plus tard. J'ai très Ouais. peu d'actifs qui arrivent plus tardivement dans la journée. Ça peut arriver, mais c'est pas grave. Donc en fait, si tu veux, une fois que ça c'est fait, si je respecte mes règles, j'ai pas, j'ai pas autre chose à faire. Non, mais Euh, c'est ça, hein, parce que Pourquoi? en fait, c'est comment gagner 40% en à peine 2 mois en tradant 30 minutes par jour. Ouais, tu vois, c'est accrocheur. Tu veux te présenter rapidement, comme ça on sait un peu à qui on a affaire. Bah écoute, très bien. Florent, 38 ans. Euh, Moi, là, du coup, je suis en reconversion professionnelle. Je suis en train de faire du code, principalement du web développement et aussi un petit peu de blockchain. Euh, et à côté de ça, je me consacre aussi beaucoup au trading. C'est un petit peu ce que je fais en ce moment et ce qui m'occupe. Et du coup, ce web développement, c'est quoi le projet derrière? Le projet derrière, c'est justement d'avoir une corde supplémentaire à mon arc et quelque chose que je peux faire un peu de façon indépendante ou qui soit pas dépendant de la géographie, qui puisse aussi évoluer vers justement un poste d'indépendance sur deux choses, me mettre à mon compte peut-être. Euh, et j'ai remarqué aussi que j'avais besoin d'une brique technique. J'ai pas mal travaillé dans tout ce qui était développement de solutions digitales et autres. Et en fait, je me suis rendu compte que le business ne communiquait pas bien avec la technique. Et du coup, l'idée, ça va être éventuellement à terme de bridger un petit peu les deux. Et blockchain, parce que je trouvais ça assez différenciant. Et puis, ça m'a toujours aussi un peu. Bah, j'avais envie de comprendre comment ça marche. Et du coup, ben, j'ai poussé un petit peu aussi dans cette direction-là, quoi. Et du coup, t'as eu affaire à Pascal ou pas du tout sur cet aspect-là? Alors, je suis passé par Alira, effectivement. Pascal, pas du tout, parce que lui était du côté DeFi, pour tout ce qui était consultant DeFi, ils appellent ça. Et moi, j'étais du côté dev, du coup. Mais j'ai bossé en DeFi, sur un projet DeFi. Donc, j'étais avec des consultants qui ont, ouais, qui ont bossé avec Pascal. Ouais. Ok, cool. Bah, Et c'est j'ai bien. pas fait de formation encore consultant dev, défi plutôt, mais ça me trotte aussi un peu dans la tête comme tu vois, une opportunité différente d'investir ou autre. Ouais. Ouais. Bah, surtout avec le niveau de Pascal. Enfin, je l'ai pas faite, hein, mais connaissant Pascal, à mon avis, c'est du sérieux. Et Je pense que c'est aussi dense que, que ouais, tout ça. ouais. Ouais, Et ces ça, formations swing, quoi. C'est à peu près et, la même épaisseur. et c'est pas impossible qu'à terme, il veuille faire des formations pour DMT sur la DeFi. Il en parlait un petit peu, rien n'est fait, donc, mais pour l'instant, il est chez Alira, ouais. Bah, je l'avais un peu relancé là-dessus. C'est un grand succès. J'avais essayé de récupérer un peu ses anciens cours. Je crois qu'on avait accès aussi à certaines de ses lives, tu vois, qu'il avait avec les étudiants d'Alira, justement. Mais d'ailleurs, si tu les veux, je pense qu'ils sont toujours dispo sur le Discord, hein. Il faudrait que je regarde, mais je sais pas si tu y as accès, mais il y a des cours. Alors, il y a eu des lives de faits, il y a eu des cours un petit peu. Il faudrait que je regarde. J'étais allé chercher, en fait, ils sont encore sur l'ancienne plateforme de mémoire. Euh, Probablement, ouais. Sur l'ancienne plateforme, ils y sont, ouais. mais je pense pas aussi structuré que ce qu'il fait maintenant chez Alira. Mais puis c'est pas vraiment ma priorité là pour l'instant en termes d'investissement pur, tu vois, c'est action. Ça y Et est, après, t'es la blockchain, reparti. c'est la blockchain, quoi. Ouais. T'es reparti sur les actions. Ouais. Ok. Et bon, pour parler un petit peu de ton expérience passée avant de rejoindre DMT, est-ce que tu avais fait du trading? Est-ce que tu t'étais formé? Comment tu avais fait? Comment l'idée du trading t'est venue déjà? L'idée du trading, du coup, elle est venue. Il y a eu deux temps forts. Le premier, c'était j'ai voyagé en Australie en 2008 pendant la crise financière. Et du coup, j'ai changé mes chers euros en dollars australiens à l'époque. Et au moment de requitter le territoire, donc en 2009, je me suis rendu compte qu'il y avait un putain de décalage entre ce que j'avais changé à la base et la suite. Mhm. Et, et là où j'en étais à ce moment-là, du coup, j'ai refusé de revendre mes dollars australiens parce que le taux de change me convenait pas, quoi. Du coup, c'était ma première opération Forex, on va dire. Mhm. Ça continue un petit peu à me trotter dans la tête. Et après, il y a eu 2017 avec le Bitcoin. C'était un bull run. Et donc là, j'y suis aussi allé. J'étais très curieux, mais je comprenais pas vraiment ce que je faisais. J'étais vachement dépendant d'un pote qui m'expliquait un petit peu rentrer, rester, etc. Et pareil, du coup, dans les deux cas, j'ai essayé de comprendre. Et je crois que c'est à ce moment-là que je suis arrivé chez DMT. C'était peut-être 1 an ou 2 plus tard, parce que Ok. justement, j'avais envie de comprendre, d'avoir une méthode. J'avais un peu exploré par moi-même, mais ça me semblait un peu confus. Et donc, c'est là que je suis arrivé, tu vois, dans ce gros cours qu'avait fait Pascal à l'époque. Et c'était trop bien, quoi. Il y avait plein d'informations, il y avait des heures de contenu, etc. Et j'avais commencé un petit peu à regarder tout ça. Et c'est resté un petit peu en dilettante pendant quelques années, on va dire jusqu'à il y a peut-être 2, 3 ans, où j'ai commencé à m'y remettre de façon, on va dire, plus structurée. Forex d'abord, et puis après, action avec toi. Ouais.
Ok, ok. Intéressant. Et donc tu disais avoir une structure un peu plus, enfin, avoir un cadre, avoir une méthode, c'est ce qui t'a motivé en fait. Ouais, 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 absolument. En fait, il y a un truc qui était assez intéressant avec le trading. Je trouvais que c'était un peu une activité d'initié. On a un peu l'impression que c'était pas pour tout le monde. Du coup, il y a eu, tu vois, un petit peu tout ce qui était lié au crypto où tout le monde s'est inventé trader. Mm. Euh, mais en fait, il y avait très peu de compréhension de comment est-ce que marche un marché. Et finalement, enfin, la crypto, on en était, enfin, on est un, quoi. Et ouais, en fait, je me suis dit, bah, comment ça fonctionne, quoi. Et c'était là où, bah, en fait, tu vois, de voir la théorie de dos, de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut se situer dans tout ça, c'était ultra intéressant, ouais. Et, Ok. euh, et ensuite, Action, ça a été aussi un truc que je voulais essayer, mais ça me semblait aussi encore quelque chose d'initié, tu vois. C'était encore quelque chose, je me disais, non, c'est pas pour moi. Ouais, les actions, on n'entend pas trop parler en Europe. On a eu les CFD, on a eu le Forex. Bon, les CFD, c'est du coup un produit financier qu'on peut avoir sur Forex, sur Action, mais on n'a pas trop cet esprit action, alors qu'aux US, ils font que ça quasiment. On a beaucoup de Forex, beaucoup d'indices, mais peu d'actions. Ça vient un peu quand même hein, maintenant, mais ouais, pour moi, c'est le meilleur marché, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout le marché américain. Ouais. 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 Et du coup, avant de faire cette reconversion, tu travaillais dans quoi? Alors moi, là-bas, j'étais dans l'industrie pharmaceutique. Je Ok. travaillais pour un groupe du CAC 40 et je faisais de l'engagement d'experts internationaux autour de certaines pathologies. Donc c'était dans le diabète et les maladies cardiovasculaires. Euh, et voilà, et en fait, avec l'arrivée du Covid, il y a eu un peu une transformation, ce qui fait que ça a un peu plus, on va dire, porté le digital, l'engagement digital, etc. Euh, donc voilà, je faisais un peu de gestion de projet dans ce cadre-là, ouais. Ok, ça te plaisait bien. Et t'as décidé de changer quand même. Ouais, parce que j'ai toujours été assez intéressé par l'économie, mais j'avais fait un bac S, donc j'ai continué un petit peu là-dedans, je suis parti un peu dans le marketing, etc., la communication, mais je suis quand même allé dans l'industrie pharmaceutique, communication digitale et scientifique, etc. Euh, mais je trouvais justement que c'était un petit peu le moment de changer. Euh, Pourquoi? Ben, parce que j'avais en fait d'autres centres d'intérêt, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a des moments dans la Ouais, vie où on évolue, ou sinon on revient, tu vois, à nos premiers amours ou les choses qu'on n'a pas forcément embrassées à l'époque. Et c'est un peu ce qui s'est passé, ouais. ok. Et c'est quoi tes objectifs aujourd'hui sur les actions? Je sais que tu avais des capitaux, mais tu voulais prendre ton temps pour vraiment bien apprendre à gérer ton risque et avoir des convictions. Où est-ce que tu en es là? Du coup, tu reprends tranquillement le trading parce que tu avais fait une belle année en 2000, enfin une belle année 2024, avait été plutôt pas mal pour toi, non? 2024, j'étais sur Forex encore. Euh, C'est peut-être début 2020 2000. 2025, je crois que je vous ai rejoint. C'était l'année Oui, dernière. ouais, début 2025, et puis tu as mis en pause en fin d'année ou Et après. ensuite, j'ai eu du coup formation blockchain. C'est là où j'ai un petit peu disparu. Et après, malheureusement, je suis parti trois mois en vacances en Indonésie, ce qui m'a un petit peu coupé aussi. Ah, c'est Donc sympa l'Indonésie. Ouais. c'était canon. C'était vraiment canon. Et puis, tu vois, en fait, ça m'a pris en tout finalement 6 mois. Ça m'a fait une demi-année, on va dire. Donc c'est un peu ça le trou que tu as vu. Ouais. Ok. Et c'est quoi du coup tes dispo maintenant pour trader? Déjà, tu avais commencé du coup l'année passée avec les actions US. Tu tradais tous les jours à 15h30. T'arrivais à te dégager du temps un petit peu? Il me semble que oui, Alors, hein. j'ai carrément le temps, ouais. Et après, de plus en plus, je suis en train de prioriser mon trading. C'est quelque chose qui prend plus de place, que j'ai envie de structurer, que j'ai envie de développer, que j'ai envie de professionnaliser. Donc ça reste un objectif premier pour moi, ouais. Donc ouais, je suis toujours à l'open. Je suis pas forcément connecté tous les jours pour la simple et bonne raison que j'ai vu qu'en fait j'avais une tendance de suiveur parfois ou à faire des conneries en essayant de suivre justement ce qui pouvait se passer ou le bruit qu'il pouvait y avoir. Donc j'ai tendance, tu vois, à attendre, faire mes choses et après éventuellement soit vous rejoindre, soit passer à autre chose. Euh, C'est une bonne chose, hein. je suis Il y connecté, ouais. a, il y a certains étudiants qui le font. Tu fais tes trades et puis après tu viens dans le groupe et on échange. Et l'idée c'est d'avoir trouvé à peu près les mêmes titres. À quelques titres près, hein, parce qu'il y en a certains que je vois pas et d'autres que tu vas voir. Mais ouais, non, c'est une bonne approche. Ça évite de copier bêtement et tu te fais ta propre idée de ce que tu dois faire. Le but, c'est quand même d'être autonome, hein, c'est pas de suivre. Donc, ouais, c'est bien, c'est bien. Bah après, tu vois, je me rappelle quand tu t'es arrivé, du coup, c'était novembre l'année dernière ou un truc comme ça, je comprenais pas grand-chose, quoi. Donc j'ai regardé, ça bougeait pas pareil, j'ai essayé de vous suivre, tu vois, donc tu fais du mimétisme. Après, tu observes pendant un bon moment. Et après, il y a un moment donné, du coup, là, quand je suis rentré, où je me suis dit, en fait, je vais repartir du début. Parce que j'avais le sentiment, si tu veux, qu'il y avait plein de choses que tu faisais, mais que je comprenais pas totalement. En fait, je me suis dit, bah, je vais tout redestructurer et me faire un peu les choses à ma sauce, quoi. Et c'est là où, tu vois, j'ai un petit peu disparu. Je pense que c'était vers mi-décembre, un truc comme ça. J'ai tout refondu. Euh, et du coup, je repars des bases. C'est pour ça que j'ai ralenti aussi un peu
dans ma façon de trader, je fais plus de daily, je fais que du swing. Euh, j'ai mis d'autres types de méthodologies en place, etc., etc. Et je continue du coup. Ok, ok, cool. Ouais, ouais, bah, de toute façon, il faut comprendre comment le marché bouge. Et puis, il y a des nuances. En fait, pour moi, la rentabilité d'un trader, elle est dans les nuances. C'est pas forcément très compliqué, mais il y a quand même des choses à comprendre. Ben, comment une small cap bouge, comment une méga cap va bouger, quelles sont les nuances entre secteurs, est-ce qu'on peut attendre un swing dans ce contexte, plutôt un intraday. Et tout ça, c'est des nuances en fait qui viennent se rajouter à la méthode et qu'on n'a pas forcément au début et qui sont les plus dures à acquérir. Parce qu'en soi, la méthode n'est pas hyper compliquée, on suit le flux et on essaye de se caler dedans. Maintenant, le setup aujourd'hui et le setup demain, ça doit être le même setup, n'auront pas forcément les mêmes résultats à cause de ces nuances-là. Et c'est ça le plus compliqué, je trouve, en trading. Non, non, je suis 100% d'accord avec toi. Au final, enfin, quand tu regardes la méthode, elle est relativement simple, hein. Et même plus je lis et plus je commence à faire un peu le tour, tu vois, de ce qui existe, plus je me rends compte qu'en fait, c'est à peu près toujours la même chose. Mais en fait, la différence dans l'exécution, éventuellement les règles discrètes, tu vois, qu'on peut avoir, c'est ce qui fait un peu finalement que ça marche pas. Euh, et aussi, éventuellement, tu dois être capable de trader son plan, quoi. Alors, je sais qu'on fait pas de plan au sens strict, comme on pourrait le faire en Forex ou quoi que ce soit, mais ouais, faut tenir, quoi. Ouais, il faut. Ouais, ça, c'est, en fait, pour moi, le trading, c'est un métier de conviction. Et donc, si on n'a pas de conviction, on va pas tenir nos plans. Alors, les convictions, on les a jamais à 100%, hein, même après 5 10 ans d'expérience, elles se construisent, elles continuent de se construire. Mais voilà, pour moi, sans conviction, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir réussir. Et ces convictions-là, bon, on les a avec l'expérience, on les a en pratiquant, on les a au bout d'un moment, peut-être à force de perdre, à force de faire la même erreur, ben, on va trouver une solution. Donc pour moi, c'est conviction, c'est le fait aussi de trouver des solutions à des problèmes et être créatif. Être créatif dans cette façon de résoudre les problèmes qu'on peut avoir. Donc ça peut être des problèmes de gestion, ça peut être des problèmes de take profit, ça peut être des problèmes de patience, ça peut être des problèmes de bruit, de timing. Donc on pourrait très bien rentrer à la close du marché et faire de la plus-value, hein. Moi je suis un trader, je pense qu'il est d'origine espagnole, mais bon, il vit aux US. Lui, il rentre qu'à la fermeture des marchés américains. Et ça prouve bien qu'en fait, à partir du moment où il y a du momentum, tu as identifié le bon véhicule financier, eh bien, peu importe la stratégie, ça fonctionne à condition que tu la répètes suffisamment pour avoir un avantage statistique. Et donc, lui a trouvé comme solution, pour ne pas passer trop de temps sur les marchés et éviter le bruit de l'open, ben, de rentrer à la close. Oui, il perd du potentiel, mais il augmente son taux de réussite, et donc peut-être qu'il augmente ses convictions, et peut-être qu'il augmente ses tailles de position. Et c'est un trader qui fait plus de 100% tous les ans. Donc, et à côté de ça, t'as des traders, nous ou d'autres, qui vont faire des très belles performances et qui vont rentrer à l'open. Donc ouais, il faut trouver son truc. Et toi, j'ai l'impression que tu es allé plus sur le swing dernièrement, et ça avait l'air de commencer à payer. Je ne sais pas quelles sont tes stats en 2026, si ça performe un petit peu ou pas, même si le marché est quand même compliqué. Mais Je suis à 30 ou 40% déjà. ah oui, ok, tu as 30-40% de performance en février 2026. Et Et comment t'expliques cette performance du coup? c'est trois winners, quoi. C'est trois winners principaux. Euh, du coup, la différence principale, ça a été. En fait, j'ai fait l'inverse. Je ne cherche pas le taux de réussite. Ce que je cherche, c'est de créer de la symétrie. Mhm. La symétrie, en fait, elle se fait sur deux ou trois trades. C'est eux qui font le maximum de ma performance. Et donc, en fait, il y a cet aspect de swing, c'est-à-dire de tenir. En fait, je me suis mis comme objectif de tenir mes trades. Contrairement à ce que je faisais avant, c'est-à-dire que dès que j'avais de gains, j'avais tendance à couper. Des fois, je savais pas si je me situais plutôt sur un swing ou quoi que ce soit. Là, c'est que du swing. Enfin, je rentre, il faut que je sois à l'aise avec mon trade. Si jamais ça part pas comme je veux, je coupe. Et l'objectif, c'est pas forcément d'aller chercher mon stop loss. Euh, et en fait, c'est ça qui a fait la différence. J'ai beaucoup tradé, j'ai fait probablement beaucoup d'overtrading parce que je suis encore en phase de testing sur certains aspects, notamment dans la sélection des actifs. Mais j'ai rencontré SNDK, FTAI, j'ai fait deux, trois trades comme ça, si tu veux, qui ont fait de la perf. Et c'est ce qui a tout fait, quoi. C'est l'essence même du swing en fait, hein. Si j'ai eu Charlie hier, et c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il a 2 3 4 5 trades qui font l'essentiel de sa performance sur les 2 premiers mois. Et effectivement, t'as beau avoir 80% de losers, il suffit de ces trades-là pour annihiler toutes les pertes et faire une performance de fou. Maintenant, ça oblige à avoir une réflexion qui sort de la norme, qui sort de la pensée générale, c'est-à-dire accepter la perte,
accepter de perdre souvent, construire un drawdown qui est quand même C'est dur, ça. géré. Et oui, mais tu vois, ce que les autres ne sont pas prêts à faire, eh bien, c'est là où il y a de l'argent. Et moi, je le vois dans l'algo, je le vois dans mon trading, je le vois aussi dans le sport, tu vois. J'étais au sport, j'y vais tous les jours. Euh, Prenons un exemple. Dans la salle de sport, tu as, je sais pas, t'as 200 personnes dans une grosse salle, ou j'en sais rien. Tu en as peut-être 50% qui sont en train de discuter. Donc, ils ont pas cette éthique de travail, cette discipline. Et moi, je les vois. Pendant qu'ils font une série, j'en fais trois quatre. Et du coup, bah, la différence, elle se fait là. Et c'est pareil dans le trading. C'est ce que les gens ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire accepter la perte régulière, construire un drawdown et pouvoir enchaîner parfois 10 trades d'affilée, c'est ce que disait très bien Charlie. Eh bien, l'edge, il est là. Il est, comme diraient beaucoup de grands traders, ou Tom Hogarth, par exemple, il dit les best losers win. Ben, c'est ça. Mais après, c'était assez marrant parce que c'est un changement de paradigme, du coup, complet, puisque en fait, tu encaisses tes pertes rapidement et tu laisses courir tes gains. Donc, Et en fait, ouais. tu as l'impression de construire ça. Maintenant, dès que tu as encaissé ton premier gain ou que justement tu vois tes gains latents, tu as une espèce de flexibilité de gestion des actifs, justement, qui est beaucoup plus cool, entre guillemets. Tu es beaucoup plus détente. Paradoxalement, du coup, je passe beaucoup moins de temps. C'est aussi un petit peu ça qui est intéressant. J'ai envie de passer plus de temps, de travailler la technique, de rentrer dans le détail, etc. Mais en fait, c'est bon, c'est fait. Ça me prend 30 minutes, parfois je traîne une heure, histoire de, un peu de temps le week-end, et c'est tout, quoi. Pour avoir des meilleurs résultats et des performances au mois de février qui sont folles. Bah oui, mais parce que tu fais exactement l'inverse de la pensée générale et c'est ce qui paye. On en discutait avec Charlie tout à l'heure, lui c'est pareil, une demi-heure, il fait une petite watchlist le week-end, parfois un peu le soir, mais c'est surtout une demi-heure pour l'exécution sur l'Open, par exemple, et puis derrière, il laisse courir. Et là où il a travaillé, là où on a travaillé ensemble, et peut-être qu'on travaillera ensemble dessus, c'est sur la taille du stop loss pour gagner encore en asymétrie, parce qu'on se rend bien compte que les meilleurs trades partent directement ou presque, et donc on peut gratter du R et gratter de l'exposition en ayant des stop loss parfois plus courts. Et non, c'est bien, je suis content. De toute façon, les gros gains se font en swing. L'intraday, c'est plus pour rester au contact du marché. Moi, si je dois décortiquer ma performance de l'année 2025, 60, 60 ou 70% de la perf, c'est du swing. Ouais. Et donc, mais le reste du temps, il faut pas lâcher trop le contact du marché pour comprendre que ben, le contexte est en train de pivoter, qu'il y a une thématique qui est en train de bouger. En fait, on est obligé de rester au contact, mais ça ne veut pas dire qu'on doit trader. Mais après, tu vois, cette approche de thématique, bizarrement, du coup, tu vois, j'ai quand même fait de la perf sans rentrer sur les métaux. Je suis pas rentré sur les pétrolières. Enfin, les pétrolières, j'ai eu un décalage, j'étais trop en avance. Avant qu'elles déclenchent, en fait, j'ai tenté des entrées, perdu, perdu, perdu. Euh, Alors qu'en fait, si je me base simplement sur ma watchlist pure, ou ce que je suis en train d'identifier ou quoi que ce soit, il y a du momentum sur les actifs que j'ai identifiés, c'est tout. Et je me pose pas de questions sur les rotations sectorielles. J'ai fait un petit peu, hein, tu vois, j'essaie d'anticiper les choses. Et du coup, mon timing était faux parce que j'avais un préconçu comme quoi c'était le secteur dans lequel il fallait que je sois. Et du coup, je vais moins sur cette rotation sectorielle que ce que je pensais. Peut-être qu'il faut pas anticiper et attendre que ça se déclenche. Mais en fait, du coup, pour moi, il y a deux classes d'actifs qui rémunèrent en swing. C'est les rotations sectorielles. Souvent, il n'y a pas sur les métaux, il y a une raison fondamentale, mais sinon, c'est plus une hype, une mode et une euphorie. Et sinon, après, tu as été sur des valeurs de croissance. Ce qui t'a fait gagner ces SNDK, ça, c'est des valeurs de croissance. C'est-à-dire qu'ils ont des résultats trimestriels de fou, qui sont dans une niche où il y a quasiment personne, de la mémoire. Et c'est ce qui a fait que ça a cartonné. Pour moi, il y a deux classes d'actifs si tu veux faire du swing pour que tu cartonnes. C'est vraiment ces deux-là. C'est les rotations sectorielles, pas besoin de les anticiper. Par contre, il faut rester au contact avec le screener. Tiens, l'or est en train de... Bon, l'or et l'argent, c'est terminé, hein, mais l'or est en train de pop dans le screener. Le XLE, moi j'étais dans le XLE parce que je l'ai vu dans le screener, donc l'énergie. Et après, tu as effectivement tout ce que tu as pris toi, SNDK, anciennement pardon, Nvidia, etc. Tout ça, c'est valeurs de croissance avec des résultats de fou et qui dégagent un chiffre d'affaires monstrueux, quoi. Donc pour moi, focus là-dessus. Effectivement, il n'y a pas mieux que ça pour faire du swing. Et comme tu disais, je rebondis sur le fait que tu disais, une fois que tu as fait un gain, tu as de quoi voir venir. En fait, c'est ce que disait exactement Charlie quand je l'ai interviewé, c'est que tant que tu l'as pas fait, tu peux pas y croire. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas encaissé plein de petites pertes suffisamment longtemps pour trouver le bon cheval de course et te rendre compte qu'en fait ça fonctionne comme ça. Parce que la plupart du temps, les gens ils vont prendre une, deux, trois, cinq, 10 pertes d'affilée. Ils vont jamais croiser
le cheval de course, ou ils vont mal le gérer, et donc après ils vont pas y croire. Et en fait, c'est ce que tu disais, j'ai l'impression, c'est que une fois que tu as fait ton gros gain, tu comprends que ton asymétrie, elle annihile toutes tes pertes, et donc tu es prêt à prendre plein de petites pertes dès qu'il y a un signal. C'est ça? Ouais, et puis t'as un espèce de fond de roulement aussi. C'est un peu bizarre, mais du coup, vu que tu sais que je sais pas, il y a un moment donné, c'était un peu, tu vois, j'avais genre 40 heures de non réalisé ou quelque chose comme ça. En fait, deux, trois trades qui partent mal, c'est pas grave, ça te fait pas mal. Deuxième chose aussi, c'est que depuis certains gains, en fait, j'ai jamais retouché, entre guillemets, le zéro. Tu vois, je suis toujours en performance, quoi. Tu as un matelas de gain, hyper important. Et du coup, ça donne une sorte de confort. Et pour moi, c'est une pression aussi, dans le sens où il y a un peu cette obligation de continuer de performer ou de s'assurer que c'était pas de la chance. Et donc, tu vois, c'est un petit peu ça aussi. L'idée ici, c'est de consolider la méthode et de m'assurer que je peux la répliquer et qu'elle est valable en toutes conditions et que c'était pas juste un coup de chance. Il y a encore un peu ça que j'essaie de construire pour avoir une conviction suffisamment forte, quoi. Ouais, il y a toujours des convictions à aller chercher. Ça, tu peux les construire en revenant dans le passé. Tiens, chaque année, il y a eu tel actif qu'on fait X%. Et puis tu vas trouver qu'à chaque fois, chaque année, il y a des choix de course qui t'auraient rémunéré ou t'auraient fait ton beurre. Et après, il faut aller voir les années baissières comme 2022. Mais il y avait l'énergie d'ailleurs. Donc c'est peut-être le moment. Là, le marché est un peu en difficulté. Peut-être que l'énergie va continuer de performer. J'ai l'impression qu'il y a aussi une demande qui est telle pour l'IA que l'énergie, quoi qu'il arrive, probablement ça va être des thématiques qui vont continuer de pousser. Donc à surveiller, peut-être les hydrocarbures à nouveau, peut-être l'uranium pour le nucléaire, peut-être autre chose. Mais non, c'est bien, moi je suis très content de tes résultats. Et j'ai vu le switch discret, mais ça taffe et ça marche. Carrément, carrément. Donc on continue un peu comme ça, et puis c'est bien, ça prend forme, quoi. Et c'est surtout, en fait, ce qui est plutôt cool, c'est que je comprends un peu plus ce que je fais, d'une certaine façon, parce que je pense qu'au final, il faut s'approprier un petit peu aussi sa méthode, et c'est Carrément. une différence, quoi, assez cool. Et du coup, comment tu utilises le screener pour faire tes watchlists ou l'open? Comment tu t'en sers du coup? Du coup, j'ai mes watchlists qui sont constituées par deux types de screeners. Euh, le premier, c'est le screener, un petit peu comme tu l'apprends sur tout ce qui est contraction. Donc on va revisiter un petit peu les performeurs sur les 10, 21, 42, 63, etc. Euh, donc, en fait, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe, enfin, juste de revoir un petit peu quels sont les performeurs. Regarde s'il y en a qui sont en train de constituer des bases, qui sont en train de comprimer, qui sont bien positionnés, qui viennent revisiter à certains niveaux, etc. Ça, c'est un premier élément. Et après, j'ai rajouté un deuxième layer qui est plus basé, on va dire, sur du O'Neill, Minervini et autres que tu avais prescrit à l'époque. Bah ouais. Euh, Paul Malgui aussi, je suis en train de regarder un petit peu. Oliver Kell. Bon, bref. Du coup, l'idée, en fait, c'est de trouver un autre layer qui correspond à celui, si tu veux, du fundamental light, j'appelle ça. Force relative, principalement. Éventuellement, un petit peu tout ce qui pourrait être lié à l'IPS ou l'augmentation des sales. En Très fait, c'est léger. des valeurs de croissance, ouais, c'est ça. Mais c'est ce que tu as pris, SNDK, c'est ça, c'est exactement ça. Mais du coup, je les croise, si tu veux. L'idée, c'est pas forcément de réfuter toutes les options, parce que parfois, même, je prends des trades d'opportunité. C'est juste de rajouter un petit capuchon en plus ou Mhm. un axe. Et du coup, une fois que j'ai fait ces watchlists-là, je fais du coup de l'open range. Si jamais dans mon screener, je vois du coup quelqu'un qui appartient à ma watchlist, je sais qu'il a déjà été relativement screené ou étudié. Et donc, en fait, je vais ignorer tout le reste. Je vais juste me concentrer là-dessus, qu'il soit première place ou cinquantième, peu importe, je prends. Ou alors, je regarde comment il bouge. Et du coup, ensuite, c'est la même chose. Soit je le fais en 5 minutes et j'attends le breakout, soit j'attends à la 15e, enfin, cassure à la 10e minute. Bon, bref, j'attends qu'il pète son range. Euh, et là, je suis en train de mettre des règles un tout petit peu plus complexes, peut-être de rentrer plus light. Je suis en train de réduire un peu mon risque, peut-être, pour faire des renforts une fois que j'ai des confirmations en 1 heure. Donc, je suis en train de voir un petit peu ça. Et après, c'est comme ça que je le gère, en tout cas. Mais je suis plus agressif peut-être qu'un Charlie, on en avait un petit peu discuté. J'ai vraiment pas peur de foutre des renforts, quoi. À partir du moment où je vois que mon PRU peut être changé, que je peux monter un peu mon stop ou quoi que ce soit sans que ça m'affecte, j'y vais. Ouais, non, mais carrément. Moi, le renfort, tu prêches un convaincu, hein, j'adore ça. En intraday, je fais ça, en swing, je fais ça. Charlie le fait moins, effectivement. Et c'est effectivement ça. Quand tu as le bon cheval de course, faut pas le laisser partir avec une mise de départ. Et c'est J'ai fait l'avantage de des la renforts à course. la louche, hein. Ouais, ça, c'est l'avantage de la bourse par rapport à une course hippique. C'est les courses hippiques, les paris sont fermés dès que la course se lance. Alors qu'en trading, on peut continuer de parier, on peut continuer de gonfler la taille de position tout en maîtrisant son risque. Et la puissance en termes de gestion, elle est là. Et ça fait la différence. Tu testes le marché et après tu sautes à pieds joints dedans quand tu as des confirmations. Et moi, c'est essentiellement comme ça que je fais de la performance.
Et je le fais pas assez en swing, je le fais beaucoup en intraday ou en swing de 2 3 jours. Mais si tu arrives, comme toi, à choper une tendance de fou sur des actifs comme SNDK, Intel, Micron, etc., là tu pyramides, bah, tu fais x3, x4 sur ton compte. Bah après, tu vois, là où je ne sépare pas trop, c'est que je garde la stratégie daily, enfin, euh, day trading. En gros, je rentre comme un day trader. Euh, Ouais, ouais, moi L'objectif, c'est ce que je fais aussi. Mais tu privilégies quand même des actifs que tu as étudiés un peu avant, comme le faisait Charlie, des valeurs de croissance ou des actifs qui sont en train de latéraliser. Je pense que tu as fait ce travail-là. Et quand ils pop dans le screener, tu vas t'intéresser en priorité à cela, c'est ça? ouais, mais je suis aussi agressif que si je rentrais en day, si tu veux. L'idée, c'est Ok. d'être assez tight, etc. Parce qu'en gros, si ça part, du coup, tu sais que tu as cet avantage-là. Mhm. Ouais, carrément. Après, s'il se confirme, tu lui refous un petit coup. Et s'il survit, en fait, tu veux, après, l'idée, c'est de le laisser un peu vivre. Si tu vois qu'il hésite un peu, c'est prise de profit ou sinon on force. Et après, ce que j'ai plus de mal à faire, c'est de le laisser partir, tu vois, c'est de plus m'en occuper. Quitte à le renforcer ou re-rentrer. Pour l'instant, moi, je sors plus vite que Charlie. Si j'ai une invalidation, je commence à revisiter ou un ralentissement, je Mhm. sors. Et si jamais je revois une petite compression ou que ça repart, je re-rentre. Ça me dérange pas. Ok. Ouais, donc moi je suis d'accord avec toi sur le fait dans les premières heures, pyramider un peu fort, parce que c'est là où il y a le plus de momentum, c'est là où tu peux avoir la meilleure espérance de gain, c'est-à-dire éviter que le prix revienne te chercher avant qu'il évolue. Plus tu renforces tard dans une tendance qui est vieille, plus tu as des chances que ça respire et que tu te manges un stop loss flat. Donc moi je suis d'accord avec toi, moi mes plus gros gains c'est effectivement pyramider en intraday pour lancer un swing. C'est le mieux. Ouais, c'est top, non, c'est bien. Et le renfort, bah, tu te rends compte, j'imagine, de sa puissance maintenant. Pour moi, c'est sous-coté, c'est trop bien le renfort. C'est juste que des fois, on est un peu frustré parce qu'on forcément, si on veut respecter notre risque, on remonte notre stop loss, mais pour moi, c'est juste exceptionnel. Mais après, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai tendance à laisser plus d'espace pour respirer. Enfin, tu vois, juste en étant aussi cohérent, hein. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer non plus ultra large si c'est vraiment trop large ou quoi que ce soit. Je laisse respirer, mais c'est qu'à partir du moment où je commence à avoir la confirmation que ça s'éloigne suffisamment que je le fais, si tu veux. Mm. Ça m'est déjà arrivé de renforcer en deuxième journée, ce que tu veux pas, pour la simple et bonne raison que, si tu veux, c'est suffisamment parti pour que ça me gêne pas. Ou de faire des renforts plus petits pour éviter que mon PRU soit trop perché ensuite. Bah, moi Euh, aussi, je le fais. Parce qu'au final, j'avais remarqué à l'époque, quand je faisais beaucoup de renforts, j'avais vraiment pas peur de renforcer, ça me fait pas, c'était pas un souci. Mais en fait, j'avais tendance à me faire sortir parce que tu as besoin que ton prix respire un petit peu. Mm. En fait, après, les petits renforts à la louche, même, tu vois, 0,2 R ou un truc comme ça, tu vois, juste pour dire, écoute, j'ai confiance, continue, ça marche, quoi. Ouais, ouais, carrément. Le premier renfort, si le plus gros, bah, il faut le faire assez rapidement. Et une fois que c'est passé, après, tu renforces soit sur pullback. Moi, j'aime bien sur pullback avant que ça casse, ou parfois sur cassure de range à nouveau, hein, s'il y a un mini range en 1 heure, par exemple. Ouais, bah, le 1 heure, du coup, je trouve que j'aime bien. Ça a une bonne gueule, c'est suffisamment rapide. Il y a là aussi des possibilités d'aller chercher pullback, justement. Ouais. Euh, Ça structure un peu plus que du 5 minutes. J'aime bien aussi, éventuellement, sur le 1 heure, tu vois, chercher des petites bases ou des petites choses pour avoir une forme de, tu vois, de technique, on va dire, autour de ça, quoi. Tu peux te mettre des niveaux d'invalidation, si ça retrace trop, tu sais où le range se forme. Non, c'est vrai que c'est bien. Moi, je vais renforcer parfois aussi à J2, J3, si j'ai vraiment une conviction. Euh, non, c'est bien. Ok, cool. Bon, ben, ça paye tout ça. Ok. Donc Ouais. tu fais des swings de combien de temps à peu près? T'as une idée de combien de temps? T'as pas d'horizon de temps précis? Quelques semaines, quelques jours? Bah, du coup, là, mon objectif, c'est de ne pas clôturer tant que j'ai pas un signal qui me donne à penser qu'il faut que je clôture. Donc, j'ai encore du mal à faire ça. Celui que j'ai le plus tenu, du coup, c'était un mois, je crois, ou un peu moins. Ok. Mais après, mon objectif, c'est de tenir un peu plus longtemps encore. Là, pour l'instant, j'ai pas, entre guillemets, eu ma deuxième vague de bons swings. Le marché s'est un peu dégradé. Euh, Pareil, tu vois, je pense que je vais mettre en place aussi quelque chose où il y a un peu du on-off, c'est-à-dire je trade ou je trade avec des plus faibles risques ou je trade moins. Là, typiquement, tu vois, en ce moment, je trade moins. J'ai coupé aussi pas mal de positions un peu flat parce que je sentais pas. Là, aujourd'hui, j'ai pas tradé, j'ai juste managé un peu ce qui était ouvert. Je fais une petite clôture. Bon, voilà. Je te Euh, donnerai une piste j'aime bien l'idée feu vert, feu rouge, feu orange. Pour swing, c'est hyper important de prendre en compte le contexte. Je te filerai une ressource là-dessus, c'est pas mal. Ah, ouais, je suis ouvert, je pensais à Weinberg ou je pensais un peu à ce genre de style-là. Il y a des phases, tu sais, un petit peu qui peuvent correspondre à ça. Là, j'ai vu que sur le Nasdaq aussi, il y avait un peu de ralentissement. Enfin, tu vois, j'utilise un peu ça, mais je sais pas ouais, si tu as une ressource, carrément preneur. Ouais. ouais, ouais, je te filerai ça. Euh, ok, du coup, c'est quoi les objectifs pour cette année? Là, t'es déjà rendu à quoi? 40, t'as dit quoi comme 40%? Ouais, je crois, je suis à peu près à 40 ou un truc comme ça, peut-être un peu moins. Euh, C'est quoi l'objectif aujourd'hui? j'ai fait un fat finger en plus, du coup, je crois que j'ai une perte à encaisser.
Euh, j'ai pas d'objectif. Mon objectif personnel, c'est justement, là, je suis en train de clarifier les règles. J'ai posé mon plan de trading. Enfin, j'ai des règles que je suis en train d'établir et c'est de sticker ça. Donc, j'ai pas de limite. Enfin, si je peux aller le plus haut possible, j'y vais. Mon objectif, c'est de pas perdre d'argent bêtement. Typiquement, il y a des fois, tu vois, où j'avais tendance à prendre des trades que je devrais pas prendre, etc. Ça, j'essaie de les supprimer aussi. Donc, mon objectif, il est plus de comment est-ce que je trade que réellement un objectif de perf ou d'argent, quoi. Ok. Euh, Et après, le reste suivra. Process avant Ligue 1. Ok. Ouais, c'est un peu l'idée. Là, pour l'instant, ce que je fais, du coup, c'est que j'ai commencé à trader sur un compte qui vaut 3000. Tu vois, j'ai un R qui valait 30. Là, je suis passé à 40. Le mois prochain, je passe à 50. Et l'idée, c'est de monter petit à petit, tu vois, mon risque, parce que je crois que j'ai 15 000 à peu près sur mon compte, mais je ne trade pas les 15 000 encore. Et en fait, l'objectif, c'est de monter un petit peu jusqu'à arriver à 0,5 R, c'est-à-dire d'arriver à, je sais pas, 75-80 par R et toucher les 20K avec ce portefeuille-là et de continuer à le grandir. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de m'habituer, tu vois, à gérer de plus en plus, on va dire, des sommes importantes petit à petit Ouais. et de réinjecter après éventuellement des capitaux propres ou alors de garder cette poche, tu vois, de trading sur quelque chose que je bute moi-même, tu vois. Euh, De toute façon, effectivement, on n'a pas le choix que de passer par là, d'apprendre à gérer tranquillement et de repousser cette limite personnelle parce que si on monte trop gros, même si tu as les capitaux derrière, on fait des bêtises. Ouais. après, tu vois, à côté, j'ai d'autres investissements, mais j'y touche pas. Enfin, c'est mensuel ou c'est trimestriel, tu vois. Enfin, c'est vraiment de la gestion très long terme. Et tu vois, enfin, quand je vois comme ça swing, ça me fait flipper. Enfin, je ne serais pas capable de trader ça, entre guillemets. Là, je le laisse parce que c'est un investissement, entre guillemets. Mais ça bouge trop, les montants sont trop importants, etc. Donc, tu vois, il faut que je construise aussi le mindset quoi, qui est capable de supporter ça. Quoi. Ouais, bah, les convictions, encore une fois, quand tu auras fait 6 mois supplémentaires avec cette approche-là, tu vas te dire, OK, avec une telle gestion du risque aussi fine, il peut rien m'arriver, même si je mets 20K, 30K. Et elle est là, la puissance. Et une fois que tu sais gérer ton risque, tu sais qu'il peut rien t'arriver, si ce n'est que un drawdown ou que du positif plus plus, quoi. C'est ça qui est fort. Une fois qu'on l'a compris, tu te dis, bon, ben, en fait, je peux pas blow up. Si je risque 0,5% sur un compte, je peux perdre 10-20 fois d'affilée, ça va pas me faire grand-chose, Ah, quoi. quoi. Non, ça va. Je suis d'accord. Et donc, et après, il suffit d'un reward pour te lancer un petit matelas de gain et après, t'es parti, quoi. Donc, la gestion du risque, c'est hyper, hyper important. Ouais. Ok. Moi, je Donc, le mets en numéro 1, je pense. ok. Euh, donc, on va te revoir un petit peu en coaching, j'imagine. Ouais. Après, si tu veux, la difficulté que j'ai sur le coaching, c'est que pour l'instant, vous êtes plus sur de l'intraday ou on va dire de l'accélération pure. Euh, donc, si tu veux, il y a un petit décalage avec la cohorte sur certains aspects de coaching pur. Euh, mais après, je peux venir partager deux, trois trades, mais si tu veux, j'en ai moins que vous. Ou sinon, on va dire, je vais pas vous présenter une dizaine de trades avortés, tu vois, ou de micro-pertes, plus dire, bon, bah, voilà, j'ai 30 R en attente, j'ai 20 R en attente, ou j'ai un trade qui est en train de partir, tu vois. Si, si, tu peux, hein. Charlie le fait. On sait très bien que c'est du swing. Moi, c'est ce que j'aime bien. De toute façon, je fais de l'intraday parce qu'il faut que je reste au contact, mais c'est pas ça qui me rémunère, hein. Comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment le swing. Dès qu'il y a un swing qui part, je crois que c'était septembre, où on a eu un très très bon mois sur le quantique. Donc c'était tout ça qui a bien performé. Puis là, début janvier, c'était pas trop mal non plus. Mais non, il n'y a pas de problème, tu peux. Et puis ça montrera aussi à ceux qui font de l'intraday. Parce que l'intraday, c'est quand même difficile, exigeant. Pour moi, l'intraday, c'est une solution pour rester au contact du marché, avoir le pouls et savoir quand accélérer, quand décélérer. Et on est là pour s'occuper, entre guillemets. Et surtout rester au contact. Le reste du temps, c'est vraiment le swing qui paye. Non, non, donc au contraire, tu vas pouvoir montrer que le swing, ça rémunère plus que l'intraday en règle générale. Pas de problème. Et Donc, après, du coup, je serais intéressé d'apprendre un peu plus le short, ouais. d'avoir une autre corde à mon arc. Mais pour l'instant, si tu veux, l'idée, c'est vraiment de rester concentré, tu vois. Enfin, c'est un peu bête, tu vois, c'est un peu un setup, une entrée parfaite et répéter jusqu'à ce que ça devienne ennuyeux, quoi. Mais à terme, ouais, il faudrait que je commence à rajouter d'autres choses, tu vois, pour être un peu plus flexible, entre guillemets. Euh, ouais. Ouais, les trades contrariants, que ce soit sur small cap ou même sur les grosses caps, toi, moi j'ai shorté SNDK, j'ai bien gagné. Bon, évidemment, j'ai pas tenu comme d'habitude, parce que c'est aussi un trading qui est assez nouveau pour moi. J'ai essentiellement fait des achats sur les 5 dernières années, donc bah, les convictions sont pas les mêmes évidemment, mais il y a vraiment des opportunités en short qui sont très très bien et on peut gagner gros assez rapidement parce que c'est pas que le risque est limité, mais c'est que les probabilités de retournement sont quand même assez folles, quoi. J'ai bien shorté, tu vois, le gold, le silver, SNDK.
Et c'est des gains en une journée où tu peux faire, je sais pas, sur le silver, il a perdu 30% une journée, quoi. Donc si tu es chargé, ça peut vite faire des décalages assez sympas. Les small caps, c'est bien, hein, c'est plus risqué. Mais jouer des mouvements paraboliques sur contrariant sur des grosses caps, des moyennes caps, c'est top, hein. Moi j'aime beaucoup. Et, euh, et ça permet en fait, si tu fais du swing au mois de février, là, t'as rien à faire hein, à l'achat. Enfin, je pense que tu peux la tester. Charlie en a parlé, c'est mort, quoi. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, contrairement à janvier. Et si t'es pas vendeur à découvert, bah, tu fais rien, t'attends. C'est un peu le truc, quoi. Maintenant, je sais pas trop si j'ai envie de continuer, tu vois, à chercher à être tout le temps occupé. Euh, c'est un changement aussi de mindset, tu vois, de me dire potentiellement, bon, bah, s'il n'y a rien à faire, je fais rien. Euh, Après, quoi qu'il arrive, effectivement, il y a parfois rien à faire, même en short, tu vois, les mouvements paraboliques sont passés maintenant. Si t'es plus dedans, il y a plus rien à faire, hein. C'est compliqué, ou tu fais avec des petites tailles, parce que une fois que l'opportunité. De toute façon, t'as une seule opportunité sur un mouvement parabolique, peut-être deux, mais derrière, t'as pas d'opportunité tous les jours, hein. C'est un mouvement ou un setup qui va avoir lieu sur peut-être un, deux ou 3 mois de hausse. Donc, t'as pas intérêt de te louper, parce que sinon, faut que t'attendes, hein. Donc, ouais, ouais, la patience, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des mises, hein. Ça, c'est clair et net. Mais mais ouais, ouais, non, on c'est à voir. pourra en discuter. Moi, ça fait quoi? Ça fait 6 7 mois que je travaille dessus. Et j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais ouais, il y a des jolis gains à faire. Et ça permet de. Bah, si tu as surfé sur SNDK à la hausse tout le long, ça permet aussi de potentiellement sortir au bon moment, tu vois. Bah, à la base, c'était un petit peu ça. L'idée d'apprendre le short, c'est aussi être capable de reconnaître quand tu as un ralentissement. Reconnaître quand il y a un ralentissement, c'est toujours intéressant. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu cet aspect-là. Ouais. Mais si tu repères un ralentissement, pourquoi pas le shorter? Enfin, tu vois, Bah enfin, oui, c'est cohérent, surtout sur certains actifs quand tu les suis, etc. Et que tu sais qu'ils vont peut-être repartir derrière, pourquoi pas? Donc, gagner dans les deux sens, nous on veut, hein. ça serait fluide, non? Ouais. Donc j'imagine que aujourd'hui devant les écrans, tu es plus carré, quoi. C'est ce que tu recherchais. Plus une méthode plus carrée, plus serein. C'est quoi l'objectif savoir ce que tu fais et c'est quoi le truc? Bah, un, c'était de comprendre un petit peu plus ou positionner, mettre du contexte en fait sur éventuellement ce que je faisais. Euh, Pas prendre la première venue et essayer de comprendre pourquoi est-ce que je le prends et avoir plus de conviction, tu vois, éventuellement me dire si je l'achète maintenant, est-ce que je suis capable d'obtenir la semaine prochaine, tu vois. Euh, Sérénité, ouais, mais c'est surtout que ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais tendance à faire des bêtises parce que j'avais en intraday, si tu veux, tu essaies de rattraper éventuellement si tu as une mauvaise journée. Euh, Vu que tu es sur du plus court terme, tu peux aussi faire des erreurs de jugement. Il y avait pas mal d'émotions aussi qui pouvaient venir, etc. Donc en fait, l'idée, si tu veux, c'est plus de structurer ça pour éviter ces erreurs-là qui sont bêtes en fait. Quitte à réaccélérer après parce que j'ai pratiqué, on va dire, doucement. Et après, bah, tu peux revenir éventuellement à un management plus court. Mais c'était surtout pour supprimer les erreurs bêtes. Ouais. Ok, ouais. Ouais, non, mais c'est sûr que trop trader, c'est pas bon. Et effectivement, l'intraday peut motiver à trader beaucoup plus. Si on n'arrive pas à s'arrêter, c'est compliqué parce que derrière, ça peut vite être sanctionné. Ok? Euh, Donc tu passes très peu de temps maintenant sur les graphiques, beaucoup moins qu'avant, j'imagine. Ouais, bah, je suis un peu dégoûté parce qu'en fait, à la base, moi, j'aime trader. Et du coup, bah, ouais, je plie ma journée en 30 minutes, parfois 1 heure, si je traîne un peu, comme je te disais. Mais ouais, du coup, c'est, c'est dommage, quoi, parce que moi, j'aimais bien à la base, tu vois, traîner plus longtemps sur les graphiques, les étudier ou regarder si ça repart, etc. Là, j'ai pas trop besoin de le faire. Il y a des jours où je me pointe, je vois que ça bouge pas comme j'ai envie, il y a pas grand monde qui se pointe. Et en fait, j'ai rarement quelqu'un qui se pointe dans le screener plus tard. J'ai très Ouais. peu d'actifs qui arrivent plus tardivement dans la journée. Ça peut arriver, mais c'est pas grave. Donc en fait, si tu veux, une fois que ça c'est fait, si je respecte mes règles, j'ai pas, j'ai pas autre chose à faire. Non, mais Euh, c'est ça, hein, parce Plus que souvent, quoi. en fait, c'est comment gagner 40% en à peine 2 mois en tradant 30 minutes par jour. Ouais, tu vois, c'est accrocheur. Mais, mais en fait, quand tu aimes trader, tu as envie de faire plus. Eh oui. Typiquement, donné aussi, où, du coup, je partais dans plus de techniques, où je regardais plus de choses, où je suis rentré dans le détail et tout. Je fais, en fait, mes règles, elles sont stupides, simples. Elles sont difficiles à appliquer. C'est difficile d'être rigoureux et de durer dans le temps ou de pas faire d'écart. Mais c'est tout. Et en fait, c'est ça mon job, c'est de venir, regarder, appliquer et puis arrêter, quoi. On est payé à la décision et pas au temps passé. C'est très dur à assimiler, mais une fois qu'on l'a compris, euh, il faut être efficace C'est dans mon dans une challenge. meilleure heure. C'est un C'est vraiment. challenge, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de passer 6 7 8 heures. Ça n'a pas d'intérêt. Le marché va pas s'envoler, il va pas bouger. Il faut avoir des plans bien précis, des choses à exécuter, et puis derrière,
on laisse faire le marché il doit vivre, et on va faire du sport, on va faire autre chose. Après, Mon je pense aussi télé, dans les petites voies, tu vois, de choses à retravailler, ou en tout cas sur lesquelles je me concentre aussi, tu vois, c'est vraiment le management d'un trade. C'est très difficile en fait d'avoir des gains parce que tu as envie t'as envie de les booker. Euh, ou quand est-ce que tu prends un petit peu et quand est-ce que tu laisses courir? Quand est-ce que tu penses que c'est un retournement ou que c'est simplement un ralentissement? Alors en fait, ça, c'est ce qui peut te pourrir la vie en dehors en dehors de ta journée. Mais si tu restes devant les écrans, tu vas faire une action. Tu vas couper un trade ou tu vas faire quelque chose, tu vois, pour compenser ça. Alors qu'en fait, si tu n'es pas devant les écrans, tu vas pas le faire. ouais, eh oui, oui, non, c'est sûr. C'est pour ça que moi, je vais au sport après, je coupe au bout de... Bon, je reste un peu plus longtemps parce qu'il y a les étudiants sur le Trading Live, mais sinon, ça serait plié au bout d'une heure, hein. Ça a du sens. Et du coup, tu vois, derrière, je sais qu'il faut que je me mette à faire du sport ou qu'il y ait une hygiène de vie ou quoi que ce soit, parce que je suis frustré, tu vois, de pas, de pas agir. Ne pas agir, tu vois, c'est vraiment un effort énorme, quoi. C'est vrai que moi j'étais frustré également au début, et puis après j'ai pris goût à aller au sport, j'ai pris goût à faire plein de trucs, et en fait tu dis bon bah la journée elle est cool quoi. Ça veut pas dire qu'on bosse pas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, parce que quand on débute, il y a un travail monstre, comme tu as dit, de restructuration pour comprendre les nuances, etc. Une fois que tu les as comprises, ça va plus vite, c'est plus simple, et t'as pas besoin de passer beaucoup de temps. Ça veut pas dire qu'il faut pas travailler, parce qu'il y a toujours des nuances à apprendre, ça c'est clair et net, mais Non, c'est du maintien, tu vois, mais ça te demande pas la même marche, entre guillemets. Et puis en fait, il n'y a rien de pire que de chercher à appliquer juste 3 points, tu vois. Enfin, sur le principe. Mais après, il faut remplir son temps, tu vois, ne pas vouloir ouais, agir, quoi. Là-dessus, je te rejoins, c'est pas simple. Enfin, je sais pas trop comment tu gères ou pas, ou si tu le fais ou pas. En plus, tu te baignes bah, je les vais au étudiants qui posent sport. des questions, etc., mais c'est pas facile, quoi. En fait, à partir du moment où, dans le trading live, du coup, on fait une demi-heure, maximum une heure, où il y a que moi qui parle, pour éviter que ça soit un peu le zoo, et que chacun donne son avis, il n'y a que moi qui donne mon avis. Donc déjà, je peux vous influencer comme ça, c'est déjà suffisant. Mais après, une fois que je switch sur l'autre partie où j'active les micros, en général, je ne traite plus, c'est fini. C'est de la gestion de position. Ça peut m'arriver si je vois un truc sympa, mais en général, j'évite. Parce que je vais être influencé et parce qu'en général, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et s'il y a une très grosse journée où il y a vraiment du flux, eh bien, on prolonge la session, mais c'est assez rare. En général, tout est plié au bout d'une heure, hein. Donc après, ouais, je vais au sport et puis je reviens, je fais mes deux, trois trucs, et puis le soir, je retravaille sur de l'algo, sur des backtests, sur des idées de setup. Mais je traite plus en fait. Je suis sur le marché, mais je traite plus. Je regarde plus mes positions. Je m'en fous. Je vais réfléchir sur comment je peux trouver un nouveau setup, comment je peux trouver des setups décorrélés au précédent, parce que là, je vais avoir un problème de corrélation, c'est-à-dire surexposition sur des mêmes idées, que tu shortes un actif en anticipé, avec de la confirmation, bah, ça reste la même idée grosso modo. Donc à un moment donné, tu peux pas superposer des setups à l'infini sur de la small cap. Donc c'est après comment tu vas acheter, si je suis vendeur, voilà, comment je vais faire pour acheter, trouver un setup, des idées. Après, comment je vais passer sur les méga caps et les grosses caps? Parce qu'il y a aussi des choses à faire, mais c'est pas des actifs qui fonctionnent de la même façon. Donc il faut trouver un edge, il faut trouver un edge en étudiant et en connaissant leur comportement. Plutôt tout ça en fait que je fais. Un travail de recherche, quoi, grosso modo. Mais du coup, je suis sur les graphiques, mais je traite pas. C'est très rare en général, et je passe pas dans. Où je vais clôturer des positions, mais je vais pas prendre de nouvelles positions. C'est très rare. Ouais, non, je vois très bien. Pour le coup, ça aussi, j'aime bien le faire de plus en plus, tu vois. Et en fait, c'est un peu aussi comme ça que tu t'occupes en tradant sans trader, quoi, d'une certaine façon, parce que tu observes des choses et ça reste intellectuellement intéressant, quoi. Ouais, tu fais des constats, et puis après, tu en déduis un process. Soit tu t'essaies d'améliorer la méthode que tu as, soit tu crées autre chose. Mais c'est comme ça que tu gagnes en conviction. Ouais. Ouais. Ok. Et pour le backtesting, tu utilises quelque chose de particulier? Alors, j'utilise une API qui s'appelle Massive. Je Ok, peux te la noter si tu veux. Ça s'appelle anciennement Polygon, qui est pas mal. ok. Euh, il y a plusieurs tarifs. Il me semble que 30 euros, c'est sans les data intraday. Moi, je paye 200 parce que je veux les data intraday pour pouvoir exécuter mon algo. Mais au début, tu peux commencer avec 30 euros par mois, je crois. Et donc, je nettoie toute la data. Enfin, j'extrais cette data. En fonction de ce que je veux faire, je la nettoie. Parce qu'il y a des choses que je veux pas. Par exemple, les reverse splits vont créer des gaps qui ne sont pas des gaps. Donc, il faut la nettoyer. Et puis après, je demande à cette data via mon frère, ben, tiens, avec telle ou telle condition, donne-moi tous les setups qui ont été faits sur les 5 dernières années. Il me fournit la data que moi je vais traiter après sur Excel pour le moment.
pour faire du backtest comme ça. C'est assez rudimentaire, mais ça marche pour l'instant. Et ouais, le plus long, c'est vraiment de faire le backtest, toutes les formules. Euh, donc à force, j'ai un process quand même que je connais bien, mais ça demande un peu de taf, quoi. C'est, euh, mais bon, c'est à la portée de tout le monde, hein. Ça demande des heures, quoi, c'est tout. Mais du coup, c'est venu avec l'algo ou c'est quelque chose que tu faisais déjà avant? Enfin, dans le sens où tu as structuré ton backtesting d'une certaine façon avec la venue de l'algo ou c'était. Non, non, c'est complètement nouveau. C'est uniquement pour l'algo. Le backtesting que je faisais moi pour mes stratégies, il était visuel, en fait, si tu veux. Ouais, je comprends, ça, je vois très bien. J'assimilais de la data, je bouffais de la data et mon cerveau, il essayait de stocker et je la traitais comme ça. Maintenant, c'était pas super fiable, mais je pouvais traiter beaucoup de data visuellement, en fait, alors que là, c'est de la data chiffrée, c'est différent. Mais voilà, c'est différent. Pour mon trading personnel, et de toute façon, maintenant, les deux sont intimement liés parce que dès que je cherche un setup, je passe par d'abord un process visuel avant de demander de la data parce qu'il faut que je sache exactement ce que je veux, pouvoir le quantifier afin de demander, tu vois, à l'API Ouais, exactement. c'est pour créer ton hypothèse, quoi. C'est ça, c'est ça. Je, je vais faire un constat et je vais en déduire peut-être des métriques, des critères. Et ensuite, on va demander à l'API, bah tiens, donne-moi les métriques qu'on veut, et puis derrière, moi, je vais traiter la data. Mais ça passe toujours par ce process d'observation. C'est pour ça que je m'acharne des fois à dire aux étudiants, mais faites cet exercice. Pour moi, c'est l'exercice qui m'a rendu rentable et qui me permettra de gagner de l'argent, encore et toujours. Parce que si tu comprends comment les marchés ils bougent, si tu arrives, via des constats, à créer, à les quantifier et à créer un process derrière, tu peux t'adapter à n'importe quelle condition de marché. Si les aides, ils évoluent, tu vois, moi je me suis rendu compte que en 2020-2021, bon, c'était des années exceptionnelles, mais même en short, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, l'edge, il n'est plus au même endroit à la vente à découvert sur les small caps qu'en 2020-2021, il s'est décalé, il se déplace, tu vois. Et si tu observes pas, si tu comprends pas exactement ce que tu recherches, eh bien ça marchera pas. Souvent, je pense que les gens qui vont dans l'algo, vont complexifier à mort le process en pensant que c'est ça qui rend une stratégie rentable. Et en fait, à mon sens, pas du tout, hein, je n'ai pas toutes les réponses, hein, je prétends pas avoir toutes les réponses, mais on n'a pas la puissance de frappe d'un fonds d'investissement, on n'a pas les moyens, on n'a pas tout ça. Donc il faut rester simple et il faut partir de constats, et ces constats doivent être faits et trouvés sur pas des exceptions de marché, mais sur des mouvements violents. Et seul, à mon sens, ces mouvements violents, qu'ils soient haussiers, baissiers, que tu les suives ou que tu sois contrariant, vont te permettre d'avoir un edge. À mon sens, hein, c'est ma réflexion que j'ai aujourd'hui. C'est parce qu'il y a tellement de data aujourd'hui que si tu commences à dire, OK, j'achète un actif qui monte, je vais mettre un trailing stop, enfin, c'est intraitable comme données. Derrière, manuellement, c'est un enfer. Alors en fait, il te faut quelque chose d'exceptionnel, soit un mouvement parabolique que tu vas contrer, soit un mouvement parabolique que tu vas suivre, par exemple, soit un mouvement en pré-market que tu vas suivre, un début de mouvement, etc. Mais des mouvements, des choses qui sont violents. Parce que si c'est pas violent, tu as trop de data. C'est 6 000 actions sur le marché. Sur 5 ans, ça fait énormément de références et de data. C'est impossible à gérer. Puis après, le but, c'est pas de prendre 5 000 trades par an pour faire plus 5% à la fin de l'année. Tu as des fees, tu as plein de choses. Donc, pour moi, il faut arriver à comprendre où sont les plus gros mouvements, où sont les... Pour moi, les edges sont là où il y a les plus grosses amplitudes. Ça paraît logique, mais des fois, on se concentre pas là-dessus. Donc, par exemple, en ce moment, l'argent et l'or, même si le top de marché a été fait et le mouvement parabolique a été fait et que je l'ai shorté, je continue de vendre sur des petites extensions parce que c'est, à mon sens, le véhicule financier qui bouge le plus en ce moment. Et donc, pour moi, pour gagner, que ce soit en manuel ou en automatique, il faut aller là, il faut aller sur le meilleur véhicule financier et là où il y a des mouvements excessif. Et c'est là où je pense que c'est plus facile de quantifier manuellement des edges. Ça reste mon avis maintenant, peut-être qu'il bougera à terme, mais c'est comme ça que je fais en fait. Je vais sur mon graphique, un exercice tout con, tu lances le screener en performance sur 10 jours, tu regardes les actifs qui ont le plus performé, par quoi ils ont commencé, explosion de volatilité, pas explosion de volatilité, explosion de volume, pas explosion de volume, volatilité anormale, est-ce que on a de la création de valeur depuis l'open qui est importante, et donc on n'a pas de mèche basse, des choses hyper simples, et si tu arrives à quantifier une pattern, après tu essaies de la... Si tu arrives à observer une pattern, tu essaies de la quantifier, et après d'en déduire un process. Et après, bah, c'est tout con, mais un marché qui est perché,
bah, c'est un élastique que tu tires qui revient à l'équilibre. Maintenant, il faut quantifier le perché. Ouais, ça, c'est pas facile, hein, parce que c'est vrai que, tu vois, tout à l'heure, je sais plus quand tu parlais de. Je crois que vous aviez une discussion sur les plus faibles restent faibles, les plus forts restent forts. Ouais, Euh, comprendre, si tu veux, qu'un actif fort perché va continuer à être perché ou peut continuer à être perché parce que c'est ce qui définit, tu vois, qui continue à faire des plus hauts, etc. C'est pas évident, hein. Euh, enfin, de faire la distinction éventuellement entre un actif faible ou un actif fort. Si tu commences, tu vois, déjà à avoir ces distinctions, tu vois, il faut les caractériser ou autre, tu vois. Un ouais. gap, c'est la même chose, tu vois, c'est brutal. Maintenant, est-ce que c'est un gap de surprise parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe? Est-ce que c'est une exagération? Est-ce qu'elle va partir carrément au sud ou au nord? Difficile, tu vois, aussi à caractériser parfois. Euh, Et puis un gap, excuse-moi, puis un gap sur une small cap n'a pas la même bah non, puissance que sur une moyenne cap et une grosse cap. Déjà, c'est l'énorme cap que tu as un gap, c'est qu'il y a une vraie surprise. Pourquoi, tu vois? ouais, oui, oui. Et sur, par exemple, les méga caps, les grosses caps, le gap a souvent plus de force parce que c'est des résultats qui tombent, alors que sur une small cap, c'est plutôt un excès d'euphorie sur une news de merde. Et donc, euh, et donc, est-ce qu'après un gap sur une small cap, l'edge il est à l'achat? Je suis pas persuadé. Alors que inversement, sur les grosses et moyennes caps, ben, l'edge il est peut-être plutôt à l'achat. Et donc, ben, c'est ça, en fait, il faut savoir exactement les typologies d'actifs, les typologies d'actions. Et en fait, c'est en les observant, hein, il y a pas besoin on peut pas les connaître comme ça, mais en observant que une small cap, le gap, systématiquement, quelle est la probabilité qu'elle close sous l'open, et ainsi de suite. Ouais. Et du coup, tu avais étudié un petit peu tout ce qui était justement compression de volatilité. Enfin, tu sais, quand tu avais fait un petit indicateur qui colorait les bougies, tu sais, quand on avait vraiment plus de volatilité du tout. Je sais pas si tu te Alors, souviens. je n'ai pas encore, pour être transparent, c'est pas une stratégie qui tourne pour le moment, mais c'est quelque chose que je veux backtester. Une idée que j'ai envie de faire, c'est par exemple, je sais pas si tu te rappelles de l'indicateur qui colorie, qui surligne les bougies à faible C'est celui-là dont je te volatilité. parle. Ah ouais. Et ben par exemple, lui, j'ai envie de le backtester en hebdo. En journalier, trop de Ah bruit. non, non, en hebdo, sur deux ou trois, tu vois, ou même, enfin, parce qu'en fait, moi, c'est ceux-là que je chasse aussi, ou que je commence à chasser de plus en plus. Bah Je oui. pense qu'il y a vraiment quelque chose de ouf avec ça. Et derrière, effectivement, si tu as ça plus un gap, par exemple, et que tu es sur earnings, ou enfin, bon, bref, il y a plein de trucs à faire. Et celui-là, il est assez intéressant. Je ne sais pas si c'était un edge ou comment le backtester ou quoi que ce soit. Je peux le En faire à fait, la mano parce que je le vois, si tu veux. Mais bah, en fait, ouais, c'est le résultat entre l'offre et la demande. Il y a une contraction du prix, ils sont dans l'attente de quelque chose. Si on sort de cette bougie précédente qui a contracté, il y a des probabilités que ça accélère. Et donc, je vais essayer. Moi, c'est une idée que j'ai en tête. Je tradais comme ça à l'époque, il y a 2 ans, uniquement comme ça. Donc, ce qui a fonctionné en manuel, probablement fonctionnera en algo. Mais voilà, c'est des trucs tout cons. Mais après, il faut être prêt à encaisser des pertes, forcément. Il faut être prêt à exécuter X trades s'il se déclenche, pas de trades s'il n'y en a pas, et ainsi de suite. Mais ouais, pour l'instant, j'ai pas travaillé avec. Pour l'instant, je travaille essentiellement les extensions et je suis contrariant parce qu'il y a un très bon taux de réussite et que du coup, je peux charger, etc. Et ça, par exemple, de nature, tout ce qui est contraction, etc., notamment à l'achat, tu auras un taux de réussite faible, mais tu auras des asymétries énormes. Donc, tu vas perdre 1, exactement ce que tu fais, et tu vas gagner 3, 5, 10. Donc c'est ce que je veux faire. Parce que du coup, ça me permettra de ne pas être surexposé uniquement à la vente sur des small caps. Ça me permettra de pouvoir travailler en suivi de flux, en expansion, toutes sortes d'actifs, notamment plus d'ailleurs les moyennes, grosses et méga caps. Ouais. parce que ça, du coup, on peut le faire dans le mouvement. C'est un peu l'avantage. Généralement, tu vois, se met en place dans quelque chose qui est déjà relativement lancé, mais qui va continuer. Et c'est plutôt cool. Mais ce que je me demandais surtout, c'est, tu vois, d'un point de vue de screening, c'est pas évident à identifier. Enfin, faut vraiment le faire à la mano. Du coup, tu vois, je me demandais s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire aussi avec le Non, screening. mais après, j'ai un screener pour les contractions, je peux te le filer. Bah, Il est vieux, il n'est pas optimisé, mais il fonctionne. Je peux te le filer. bah, carrément. C'est quoi le concept? C'est à peu près basé là-dessus? C'est Non, mais l'équivalent de live? c'est basé exactement sur ces bougies-là de contraction. Tu choisis si tu veux une bougie rouge, une bougie rose ou une bougie bleue et il te sort les contractions. Alors, je crois que j'avais mis un filtre de tendance, genre au-delà de la moyenne mobile 10 en hebdo, quelque chose comme ça. Mais après, ça peut se modifier. Et à la limite, je pourrais le faire refaire ce scanner, hein. Mais, euh, mais du coup, voilà, je pourrais te le filer, ça te permettra d'aller plus vite. Bah, au moins d'explorer un peu l'idée, parce que je sais que c'est quelque chose qui est
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des patterns, tu vois. C'est un peu ça aussi qui est cool, c'est à force de regarder des graphiques, et là-dessus, je te rejoins, tu vois. Enfin, j'en ai bouffé, en fait. Enfin, je continue, c'est je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. Et je me dis que c'est un peu ça aussi, tu vois, le nerf de la guerre. Au final, c'est d'habituer un peu son œil aussi. Et toi, Ouais, tu passes au supérieur, quoi. C'est sur cette base-là, tu crées des constats, des hypothèses, et après, tu les backtestes ou éventuellement tu appuies des algos, quoi. Ce qui est encore mieux. Mais Ben ouais, le marché n'est que expansion et contraction. Donc là, moi, en accélération, on travaille des expansions, mais toi, tu travailles aussi des contractions. C'est ce que faisait Pascal avec les bandes de Bollinger, c'est ce que fait Marc Minervini, c'est ce que faisait Koulamagui. Enfin, je veux dire, c'est tout le temps la même chose. Maintenant, c'est comment tu le quantifies, comment tu le mets en évidence. Bollinger, cet indicateur qui se met sur les bougies, ça peut être plein de choses. Je veux dire, derrière, c'est après avoir des convictions pour les trader. Ouais. le truc sur les bougies, c'était du génie, hein. Enfin, c'est très visuel, ça se voit, c'est trop bien. Enfin, Ah, à l'époque, j'ai un peu ignoré, etc. Mais si tu combines ça avec, tu sais, le drive de volume, ça ouais. commence à devenir intéressant. Et, Et surtout en hebdo ou mensuel, même en mensuel, je te conseille de les regarder. Des fois, les bougies en mensuel, tu travailles qu'un week-end ou une soirée là-dessus, et il y a des trades de fou furieux hein, sur les grosses caps, les moyennes caps, parce que ça contracte un mois, c'est fou. Hein. Derrière, l'explosion, elle peut être énorme. Moi, je faisais que hebdo mensuel, et sur le marché européen, j'arrivais à faire 20-30% de perf. Alors sur le marché américain, je pense qu'on peut vite aller chercher des trucs de fou, quoi. Et c'est très visuel, c'est tout con, mais ça marche bien. Après, il faut juste exécuter. S'il y a un gap, moi, je rentrais pas. J'attendais vraiment le franchissement par le prix et pas par un gap. Donc ça, c'est plutôt du coup des ordres stop limite pour être sûr d'être exécuté pas loin du haut, mais c'est vrai que ça marche bien. Donc je te filerai le screener. Hein. ouais, parce que j'ai commencé à réintroduire l'hebdo, justement. Ça reste un sujet, je sais pas encore à quel point, parce que j'ai envie que ça aille vite. J'aime bien les basses, tu vois, unités de temps, Ouais. les petites unités de temps. Et d'un autre côté, tu vois, bah, il y a des fois où c'est quand même utile de remonter un petit peu. Ouais, donc preneur. Bah, hebdo mensuel, pour moi, l'hebdo, c'est le juste milieu parfait, notamment pour l'indicateur de contraction. Ouais, Parce que comme c'est sur une bougie, en daily, ça le fait, hein, mais il faut peut-être deux trois bougies daily pour que ça soit un peu plus puissant. Mais d'ailleurs, tu peux le mettre en jour 3. C'est-à-dire que moi, des fois, je m'amusais, au lieu d'attendre l'hebdo, au lieu de mettre en journalier, je mettais en J2 ou en J3. ouais. Alors j'ai fait ça sur l'horaire. Je suis en 65 ou 68 et j'aime bien l'idée. Donc, Ouais, bah, du ouais. coup, ça te permet d'être un peu plus court que l'hebdo et un peu plus long. Et s'il y a vraiment une contraction, J2, J3, c'était vraiment pas mal aussi. J1, pour moi, il fallait deux trois bougies. Donc, c'est pour ça que j'allais sur du J2, J3. Mais ça permet vraiment d'avoir des contractions, des stop-loss courts. Et puis derrière, si ça part, t'as des belles asymétries, quoi. Techniquement aussi, tu as moins de faux signaux, j'ai remarqué, à partir du moment où tu décales un petit peu tes unités de temps. Parce qu'en fait, du Ouais. coup, tout le monde regarde la même chose, tu veux, on se fait tous piéger au même moment. Mais en fait, si tu as un léger lag, des fois, ça peut aider. Mais Ouais, en journalier, il y avait trop, pour moi, trop de faux signaux, c'est pour ça que j'étais décalé. L'hebdo, pour moi, c'est tip top. Le mensuel, il y a très peu de signaux, mais quand on a, mais ça demande zéro travail. C'est-à-dire que c'est une fois par mois, tu regardes s'il y a des belles bougies rouges, où est-ce qu'elles sont, et en général, ça donne des expansions assez folles. Ben, je te file le screener. Ok, bon, dernière petite question, et après je te laisse. Pour toi, au niveau des accompagnements, de la formation, c'est quoi les points forts? S'il y en a, évidemment. S'il n'y en a il n'y en pas, a aucun. Merci beaucoup, au revoir. Non, il y a plein de choses. Qu'est-ce que ça serait, du coup je pense que du coup, il y a une forme de. Il y a un truc qui est vraiment cool, tu vois, que ce soit parce que tu trades en live ou même qu'on soit tous ensemble, etc. Donc, déjà, il y a un effet de cohorte de promo qui est assez intéressant. En plus, aussi, toi qui es au plein milieu, on va dire, c'est que je pense que ça décomplexifie un petit peu, tu vois, par rapport à la légitimité de trader. En fait, tu vois, le trading, je trouve qu'on a très vite tendance à être isolé ou à pas trop savoir si on est en train de faire n'importe quoi ou si on est en train de faire, tu vois, des stratégies tout seul dans son coin. Donc, en fait, de voir quelqu'un d'autre qui pratique, éventuellement qui gagne, tu vois, déjà, ça te permet de casser des espèces de plafonds de verre ou des limitations qu'on pourrait se mettre. La deuxième, c'est que bah, forcément, on essaie de se tirer un peu la bourre, ou on essaie de voir un peu comment fonctionnent les autres, et donc en fait, ça invite aussi à la réflexion. Donc je pense que cette notion-là, tu vois, de dynamique est vraiment cool, quoi. Donc c'est ça que je mettrais en gros plus. ok, ouais, c'est cool, c'est gentil. Et t'as dispo aussi, après t'as l'air passionné, enfin t'es passionné, je le sais. Donc je pense que ça donne aussi pas mal d'énergie, tu vois, à l'ensemble, ça te donne envie aussi un peu de te défoncer ou de. Donc ça c'est cool, ouais. La dynamique. On a un très bon groupe, il faut le dire. C'est vrai que moi, je fais en sorte, pour les nouveaux inscrits, d'avoir des gens qui viennent pour prendre, mais aussi c'est un groupe de travail pour moi. C'est vrai que des fois, j'insiste un peu sur l'exercice, etc. Je sais qu'il y en a qui travaillent dans leur coin, mais pour moi, c'est un groupe de travail parce que plus on travaille, plus on essaie d'échanger des hypothèses, des constats, etc., ben, plus on gagnera d'argent et plus on sera tous vraiment encore plus confiants dans notre trading et peut-être qu'on va développer de nouvelles stratégies, etc. Donc, je mets un point d'honneur à ce que ce soit ça.
Et ça se voit pas trop sur le Discord parce que finalement on passe tellement de temps en live que le Discord il est un petit peu, il n'y a pas trop de traces écrites. Mais par contre c'est vrai qu'en live moi j'aime beaucoup échanger, j'aime parler des hypothèses. Euh, et en fait, c'est aussi grâce à vous que je peux développer des algos, des choses comme ça, que le screener il avance. C'est parce que moi aussi je suis confronté à des problématiques, à des difficultés de certains étudiants, ou même à des réflexions, des pistes, hein, et derrière, bah, il faut mettre des mots dessus, il faut quantifier, il faut trouver des formules. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc pour moi, j'ai jamais aussi autant progressé que depuis que je fais de la formation. Pascal me l'avait dit d'ailleurs. Tu verras, Thibaut, Ouais. de la formation, tu vas démultiplier tes compétences, ben c'est normal. Et c'est pour ça que moi, je continue et j'affectionne vraiment le groupe qu'on a. C'est parce que c'est gagnant-gagnant. Et ouais, ce groupe de travail, c'est hyper important. Non, je suis d'accord, mais même, tu vois, là, je sais que j'ai discuté un peu avec JP, je suis allé voir aussi Charlie, je lui ai dit, écoute, tu fais comment ça fonctionne de ton côté, explique-moi ce que tu fais. Euh, et du coup, ça, peut-être qu'il faudrait qu'on me pousse un peu plus, je sais pas comment d'ailleurs, tu vois, de partager un peu plus nos méthodes, comment est-ce qu'on fonctionne ou quoi que ce soit. En tout cas, je sais que pour la contraction, enfin, j'ai pas encore discuté avec tous ceux qui font de la contraction, mais c'est assez intéressant, tu vois, parce que chacun a ses propres petites nuances qui sont assez intéressantes à partager, mais si je t'ai pas allé poser des questions, je l'aurais pas forcément su, même si je vois qu'il y a un gain où il partage deux, trois de ses traits, tu vois. C'est une très bonne idée. Il y a de la demande, notamment pour Julien, parce qu'en intraday, il casse la baraque, il fait Je suis des le premier, simulations. hein. J'ai envie de comprendre comment il rentre, ce qu'il fait, pourquoi il le fait, qu'il nous fasse une petite démo, tu vois, de son truc. Non, mais Et je pense que c'est une très c'est bonne chaud en idée. plus. On pourrait installer ce système de webinaire. On peut se dire, tiens, Julien, il va présenter sa méthode en une heure et demie, puis Charlie, puis toi, tous ceux qui ont déjà des compétences et qui performent. Et ça pourrait donner d'autres visions possibles de ce qui est possible de faire. Il y a un tronc commun, mais derrière, chacun a ses affinités. Oui, il y a le screener, tout le monde utilise le screener, mais maintenant, chacun a ses timings, chacun a ses horizons de temps, chacun a ses façons de faire. C'est une très bonne idée et effectivement, on pourrait organiser ça. Ça serait gagnant-gagnant pour tout le monde parce que ben, on va apprendre de Julien, mais aussi on va apprendre de toi. Julien va apprendre de Charlie, de toi. Et je pense que c'est aussi comme ça. Et c'est à ce quoi, c'est ce à quoi pardon, sert une communauté. C'est aussi trouver les affinités des autres pour essayer de trouver les siennes ou enfin, trouver des compléments à ce qu'on fait déjà. Et puis de toute façon, en étant ouvert d'esprit, ça permet d'être créatif. Pour moi, c'est la créativité, c'est hyper important. On voit tous le même graphique, Mais on fait pas pareil avec. mais on voit pas Ouais, les mêmes choses. Donc, c'est génial. C'est pour ça, je pense qu'il faut s'approprier aussi les choses d'une certaine façon, parce que sinon, tu verras pas ce qu'on te montre. Enfin, c'est bête, hein, mais tu peux pas reproduire pareil. ouais, c'est clair. On Ok. essaye, hein. Ouais. Bon, une dernière question. Quelqu'un qui hésiterait, qu'est-ce que tu lui dirais? Qui hésiterait à quoi? À se lancer dans le trading, à suivre éventuellement une formation, ce qui n'est pas une obligation parce qu'il y a plein de gens qui réussissent sans formation, mais enfin plein de gens. Non, c'est pas la majorité, mais quelqu'un qui hésite à se lancer dans le trading et qui hésiterait à suivre une formation comme la nôtre, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah après, je pense que si elle a l'envie et la curiosité de le faire, il n'y a pas de raison de continuer à pousser. Je pense que c'est un peu comme tout sujet qu'on essaie d'explorer. À partir du moment où on a quelqu'un qui nous aide et qui nous accompagne un petit peu pour naviguer, c'est-à-dire du partage d'expérience ou une méthode ou de poser les questions, de revoir. Typiquement, revoir un graphique, ça a du sens. Tu vois, j'ai fait tel trade, pourquoi ça n'a pas marché? C'est quelque chose qui est un peu fondamental à partir du moment où tu veux y arriver. Euh, et je pense que c'est ça, en fait, la plus-value d'une formation bah, comme la vôtre, ou comme la tienne, ou ce que toi tu fais au quotidien, c'est d'apporter ça. Donc, s'il y a cette envie-là, d'avoir cette structuration-là, et d'avoir des réponses, et éventuellement de partager ses doutes, ou de renforcer ses convictions, ben, c'est comme ça qu'on les obtient, je pense. Pas forcément qu'en bricolant tout seul, ou sinon c'est aussi pour tester aussi des fois ses approches par rapport aux autres. Donc voilà, Ok. Écoute, Florent, je te remercie, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. c'est Euh, partagé. je vais te filer ce screener-là, parce que je l'ai, il est un peu vieux, il faudrait que je retravaille peut-être dessus, mais ça te permettrait effectivement de suivre les contractions. Et il est fait pour cet indicateur de faible volatilité, donc si tu l'affectionnes, bah, autant que tu l'aies. Mais je crois qu'il est sur Discord, hein. Il me semble qu'il est disponible sur Discord dans la partie euh, alors attends, laisse-moi chercher, tac, 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 dans la partie boîte à outils. Tu remontes un peu, tu vas avoir l'indicateur et un peu en dessous, tu vas avoir une ou deux versions de DMT, faible volatilité screener, quelque chose comme ça. Je vais checker ça, t'inquiète. Puis au pire, sinon, je te le redemanderai, et puis Ouais, peut-être tu me demandes et puis je te l'envoie. Et puis après, on pourra discuter ensemble sur comment l'utiliser et ça permettrait éventuellement de l'améliorer. moi, je m'y intéresse, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça, et c'est quelque chose qui est visible et simple. Euh, Et ouais. ouais, ouais, carrément. Moi, j'adore cet outil. C'est vrai que je travaille moins avec les contractions,
mais je me suis toujours dit que j'allais essayer de le coder. Et en fait, c'est le type de trading où demain, tu as envie de voyager, tu as envie de ne pas passer ton temps sur les graphiques, même si je passe pas trop de temps. Bah, ça peut être un trading hyper simple et hyper rentable, quoi. Je veux dire, t'as pas à te casser la tête. Tu as un travail le week-end à faire, tu mets tes ordres et puis tu pars. Voilà, c'est tout. Après, tu as la version encore plus aggro, hein. Enfin, typiquement sur compression de volatilité, comme ça, tu peux rentrer dessus, hein. Enfin, si ça pop le lendemain, en fait, t'es déjà dedans. Et il y a des versions plus agressives encore, à partir du moment où tu les vois et qu'elles se cumulent ou quoi que ce soit, il y a des choses à faire aussi comme ça. Ouais, carrément. Euh, même sans forcément vouloir en faire moins pour en gagner plus, tu vois, enfin, même en étant agressif, ou si tu as vu ça la veille et que tu vois qu'il y a du volume aujourd'hui, enfin, tu te poses pas de questions, enfin, il y a plein de trucs qui sont intéressants, je trouve. Ça permet de savoir si on est au début d'un swing. C'est la question à chaque fois que je pose. Est-ce qu'on est au début d'un swing? Oui, non. S'il y a une bougie de contraction juste avant, qui est assez visuelle, ben, en général, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on a contracté, que l'offre s'est réduite à l'achat et que probablement les acheteurs, même sans être trop nombreux, vont faire envoler le prix. Bon, je t'envoie ça si tu le trouves pas. Et puis, n'hésite pas, si tu as besoin d'un coaching ou sur quel que soit le sujet, ce sera avec plaisir de te rendre l'appareil. OK? Merci, merci beaucoup. Allez, merci Flo, très bonne soirée, bon Belle soirée. appétit. Ouais, merci, toi À, aussi. à demain. Merci, salut. Ciao, À ciao. à plus. Ciao.